Bonjour à tous, je voulais remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir gentiment invité. Alors pour parler d'un sujet qui est peut-être plutôt intégratif, qui finalement se colle bien dans la lignée de ce qui a été dit en plénière tout à l'heure, notamment suite à l'intervention de Timothée, les questions que ça a entraîné dans l'audience sur la place de l'examen clinique. Alors moi je suis enseignant-chercheur à l'école vétérinaire de Nantes, je suis également spécialiste en gestion de la santé des bovins et du coup la façon dont les objets connectés ils sont venus à nous, ça a d'abord été par la recherche, parce qu'on a été sollicité dans le cadre de programmes de recherche pour évaluer les performances de certains outils connectés, ou alors on s'est emparé tout seul de la question. Et une fois qu'on a produit des résultats, alors c'était maintenant il y a déjà quelques années, avec des performances qui n'étaient pas toujours parfaites, quand on sortait de la sphère initiale qui était la détection des chaleurs pour aller vers la santé, on s'est dit comment maintenant, fort de ces résultats de recherche, on peut les intégrer dans ce qu'est notre démarche diagnostique au quotidien pour l'enseigner aussi à nos étudiants. Alors, si on reprend la démarche classique de ce qu'est normalement un examen clinique, on part d'un cas. Donc là, moi, les animaux qui m'intéressent sont plutôt les bovins, mais c'est généralisable bien sûr à toutes les espèces. Et en fait, on va pratiquer un examen clinique, donc de façon à savoir ce qui est perçu, et on le confrontera à ce qui est su, donc à la théorie, à ce qu'il y a dans les livres. De façon à aboutir à un diagnostic ou en tout cas une priorisation d'hypothèses. Dans un certain nombre de cas, il reste quand même un degré d'incertitude, soit par l'incomplétude de notre examen clinique, par l'incertitude qu'on peut avoir sur certains gestes, sur certaines aussi qualités de commémoratif ou d'anamnèse. Et donc dans ce cas-là, on a souvent recours à des examens complémentaires, alors qui ont pour vocation soit à lever cette incertitude, ou alors dans d'autres cas aussi, dans le cas notamment des maladies infectieuses, à estimer la prévalence, donc le nombre d'individus atteints, parce qu'on sait que le nombre d'individus atteints va influencer la qualité de l'information du signal, en tout cas de son interprétation, donc les fameuses valeurs prédictives positives et négatives. Donc en gros, quelle est la probabilité que mon signal positif veuille vraiment dire que mon animal est infecté ou présente le trouble qui est censé être déterminé par l'examen que j'ai réalisé. L'expérience aussi joue énormément sur le diagnostic, notamment dans des systèmes de diagnostic par analogie. Tout ça aboutissant idéalement au statut vrai, donc à ce dont souffrirait vraiment réellement l'animal, ou à défaut d'un pronostic. Donc une fois qu'on a placé ça, je vous ai juste mis ici à titre d'exemple ce qu'il existe en termes d'IoT. Donc j'ai pas mis vraiment le robot de traite, j'ai essayé de mettre un panel de différents objets connectés qui existent chez les bovins. Donc pour plus d'informations, je vous invite par exemple à voir le livre blanc qu'on avait fait avec mes amis du réseau VetIntech pour essayer d'avoir vraiment un panorama. Donc là, je vous en ai juste illustré quelques-uns. Ça peut aller de caméras qui vont estimer la note d'état corporel des animaux, des capteurs qui vont mesurer l'activité des animaux, leur rumination, leur comportement alimentaire, que ce soit sous forme de collier, de boucle auriculaire. Il peut y avoir des pistolets entre guillemets intelligents qui vont à la fois enregistrer le fait que l'animal ait été vacciné ou la bonne vaccination avec la bonne pression de l'aiguille, etc. Des détecteurs de vélage, des détecteurs de chaleur. Enfin bref, il y a vraiment tout un tas d'objets connectés. L'objet de la présentation, c'est pas de vous montrer ce panorama, mais plutôt de se dire, quand on voit l'ampleur des outils disponibles et du coup des données générées, est-ce que ça a un impact et si oui, lequel dans cette démarche diagnostique? Donc ce que je vais essayer de dresser avec vous dans les 10 minutes, là, c'est d'essayer de voir si les données générées par les outils nous permettent d'améliorer à la fois ce qui est perçu, peut-être même de réaliser des examens complémentaires d'une façon différente, peut-être nous amener à revoir ou à revisiter ce qui est su, de façon à voir si finalement ça nous permet une amélioration ou une complexification du diagnostic. Alors, de mon point de vue, les outils connectés, ça donne déjà accès à des nouvelles informations, notamment des informations ou des grandeurs élémentaires physiologiques qui étaient non mesurables avant. Donc typiquement, si on prend l'activité et la rumination, donc je voulais aussi remercier l'ensemble des partenaires qui gentiment ces derniers temps m'ont fourni des copies d'écran, notamment pour illustrer. Je vois Marjolaine au fond, donc je remercie pour la fourniture de ces documents. Donc ici, c'est le type de graphique que vous pouvez avoir, donc avec un outil connecté qui s'appelle le Sense Hub, je crois qu'il sera présenté d'ailleurs cet après-midi. Donc c'est un tracker qui permet de collecter à la fois l'activité et la rumination, d'estimer l'ingestion. Donc vous voyez ici les courbes. Vous voyez qu'à un instant T, l'animal a présenté une brutale chute à la fois de rumination et d'activité. C'est sûr que ces grandeurs-là, activité et rumination, par l'examen clinique classique, on ne l'a pas. Ce qu'on mesure, c'est plutôt une motricité ruminale qu'une rumination sensu stricto. Et l'activité, c'est plutôt quelque chose d'un peu global, une sensation, l'animal bouge, se déplace ou quoi. Donc ça permet d'avoir accès finalement à des mesures qui n'étaient pas disponibles avant. Et du coup, ça nous permet aussi, si on se place dans le su, donc j'ai essayé sur chaque diapositive de vous remettre les petits logos en haut à droite pour vous dire, de mon point de vue, à quoi ça peut contribuer, à la fois sur le perçu, le su, le pronostic, les examens complémentaires. Ça permet aussi d'avoir accès
à des données qui sont tellement fines qu'avant on aurait considéré ça comme subclinique. Par exemple, pendant très longtemps, on disait la vache n'est pas malade, la seule chose qui serait détectable, c'est une perte de lait, mais comme on n'a pas de compteur à lait, on ne peut pas dire que c'est clinique, c'est subclinique. En fait, non, à partir du moment où on arrive à le mesurer, à le détecter, c'est bien exprimé ou mesuré, donc ça redevient clinique. Donc en fait, la fameuse frontière entre clinique et subclinique mérite peut-être d'être revisitée. Ça donne donc accès à d'autres grandeurs qui étaient non mesurables avant, ou en tout cas plus difficilement, typiquement le pH ruminal. Donc ça, c'est un bolus qui s'appelle le SMACTEC. Bolus ruminal, on le met dans le rumen des animaux, ça mesure aussi d'autres choses, mais notamment la possibilité d'avoir le pH ruminal. C'est complètement en ligne avec ce qu'on appelle la démarche des 3 S, pour maîtriser la douleur chez les animaux d'élevage, de supprimer la source si c'est possible, sinon de la substituer par une méthode moins douloureuse, et puis s'il reste de la douleur résiduelle, de la soulager. Donc là, ça permet d'éviter de ponctionner directement le rumen par une ruminosynthèse, et puis d'avoir ça par une mesure moins invasive à l'installation du bolus près. On a des grandeurs aussi type boiterie, notamment à l'échelle du troupeau. Donc ça, c'est un dispositif qui est produit par Shippers. Donc c'est une plaque de détecteur de pression qui se mettrait là, ici, dans une cage, mais qui peut se mettre dans un couloir de salle de traite, qui permet, lorsqu'un animal est équipé du bon tracker, d'avoir la pression exercée par les 4 membres, de façon à voir si c'est bien homogène, au contraire si c'est hétérogène. Donc ça permet finalement instantanément, si tous les animaux d'un élevage sont équipés, après un passage en traite, de savoir quel est le pourcentage d'animaux qui présentent en tout cas une anomalie. À ce stade-là, on ne sait pas encore si c'est une boiterie, il y a peut-être autre chose, mais voilà, c'est quelque chose qui quasiment en instantané, là pour le coup, peut se substituer à une observation qui parfois est plutôt fastidieuse. Et donc, quand on a de la prévalence et qu'on sait qu'on examine un bovin boiteux, savoir qu'en même temps 5, 10, 15, 50% des animaux présentent des anomalies, ce n'est pas forcément les mêmes hypothèses qui nous viendront en premier lieu. Et puis, les outils connectés permettent maintenant d'avoir accès à des grandeurs qui étaient mesurables avant, mais pas en continu. Donc ça, typiquement, c'est la température. Donc vous avez ici des courbes de température qui pourraient à la fois baisser brutalement. Ça, c'est plutôt, du coup, ce qui nous permet indirectement d'investiguer le comportement de boisson, de prise de boisson de nos bovins. D'accord ? Et puis, du coup, vous voyez, là, dans les deux cas, la courbe en bas à gauche et en haut à droite, des augmentations de température. Alors après, on peut toujours discuter des seuils, mais c'est sûr que ça permet aussi beaucoup plus facilement d'avoir accès à de la donnée sur une donnée d'intérêt, la température rectale, d'autant plus qu'on sait aussi que cette température qu'on prend, elle est très dépendante parfois des conditions et du milieu extérieur, selon que vous la preniez en plein hiver ou en été, il ne faudrait pas forcément appliquer les mêmes normes. Juste à titre indicatif, là je vous ai mis des courbes d'études qui ont été pratiquées sur différentes espèces. Donc là on était sur les bovins, selon que la température était mesurée dans le canal auriculaire en vert, par voie rectale comme classiquement réalisé en rouge, ou avec des thermobolus. Donc vous voyez déjà que les courbes de température ne sont pas du tout les mêmes. D'une part, ce que vous avez à gauche, c'est la variation sur une journée. Ce que vous avez à droite, c'est la variation par jour. Donc là, quelque part, pouvoir avoir accès à ces mesures en continu, ça permet de revisiter aussi qu'est-ce qu'on doit considérer comme une température normale ou une température anormale. Je ne sais pas s'il y a des situations que vous rencontrez en élevage, mais nous, ça nous arrive classiquement d'avoir des éleveurs qui nous appellent en disant « mes vaches sont à 40 ». Mais à côté de ça, tout va bien, qu'est-ce que je fais? Donc en fait, on produit une donnée qui peut générer du stress, mais peut-être que cette genèse de données en continu doit nous obliger à revoir les normes, ou, comme c'est le cas dans la plupart des capteurs, personnaliser la norme, c'est-à-dire que l'animal est son propre témoin, et finalement sortir d'une norme ou d'une valeur seuil qui dit que c'est normal ou anormal. Si on nous met tous ensemble devant une assiette de frites, on va peut-être tous la finir, enfin des frites ou autre chose, mais on ne la mangera pas avec la même vitesse. Et pour autant, j'espère qu'on est tous en bonne santé. Enfin, si on mange trop de frites, on le sera peut-être un peu moins, mais voilà. Ça permet aussi de répondre, à mon avis, de façon plus fine à des questions anciennes où on avait rarement ou pas toujours la donnée. Par exemple, ça dure depuis combien de temps? Oh bah ça fait un certain temps. Ah bah ou non, la semaine dernière, je vous assure, il n'y avait rien. Bah, finalement, quand on ouvre l'historique, maintenant c'est possible. Là encore, avec le dispositif de Essence Hub, ça vous permet ici, donc là c'est l'exemple d'une vache allaitante sur la fin à laquelle a été diagnostiquée une péritonite. On voit bien que les décrochages, notamment en termes de rumination, c'est une courbe qui est complètement différente de celle que je vous montrais tout à l'heure où c'était quelque chose de très brutal. Là, finalement, quand on ouvre l'historique, on voit bien que c'est quelque chose qui s'est répété. Donc, on va dire que c'est plus fiable, en tout cas, c'est différent de l'information qu'on pourra avoir, notamment aujourd'hui en élevage ou dans les GAEC. Il y a des fois plusieurs personnes qui s'occupent des animaux et la personne qu'on a au moment de l'examen n'est pas forcément celle qui l'a vu la semaine d'avant. Ça permet aussi de répondre à une question, c'est y en a-t-il d'autres? Là, encore une fois, les outils connectés, en tout cas qu'on a en élevage, nous permettent d'avoir souvent une image de l'ensemble du troupeau et pas que de l'animal qu'on observe. Donc là, par exemple, c'est le temps de la variabilité de la rumination pour l'ensemble des vaches qui passent en salle de traite. Et donc, vous voyez ici ce que j'ai matérialisé par le rond bleu par rapport à la moyenne qui est normalement plutôt flat, plutôt stable au cours du temps sur cette période de temps, d'avoir un décrochage à un moment donné. Donc ça permet aussi, toujours pareil, de se dire à ce moment-là, y a-t-il d'autres animaux atteints?
Est-ce qu'il y a eu des circonstances particulières ici, l'ouverture d'un nouveau silo, une visite, quelque chose qui a pu modifier le comportement des animaux. Donc ça permet vraiment une anamnèse beaucoup plus fine. Et puis, la dernière chose que ça ouvre, c'est la possibilité d'aller au-delà de la santé, avec des notions de bien-être animal. Aujourd'hui, c'est très à la mode et c'est tant mieux pour tout le monde, notamment pour le vétérinaire. Je pense que c'est une opportunité qu'il ne faudra pas rater. C'est que les outils, selon la façon dont on interprète la donnée ou on la reconstitue, on peut remodifier, en tout cas, non pas modifier, mais recalculer ce qu'on appelle le budget temps, c'est-à-dire qu'une vache, normalement, ça doit passer un certain pourcentage de son temps à manger, à être couché, à se déplacer pour aller chercher l'aliment. Et finalement, à partir du moment où on a des trackers qui mesurent activité et rumination, on peut très bien, et certains outils le proposent aujourd'hui, redéfinir donc ce budget temps, soit pour dire qu'il y a une anomalie, soit pour dire que finalement l'animal, à défaut qu'il soit dans un état de bien-être correct, n'a pas de modification majeure de son bien-être sur le dernier temps. D'autres exemples, rapidement, vous avez un tracker qui s'appelle le SmartBow, qui est une boucle auriculaire, donc c'est commercialisé par Zoetis. Ici, vous avez le type de sortie que l'éleveur peut avoir sur son smartphone. C'est ce qui permet de repérer l'ensemble des déplacements de l'animal. Toujours pareil pour savoir s'il y a certaines parties du bâtiment qui sont plus utilisées que d'autres. Et puis quand on dit l'animal ne s'est pas beaucoup déplacé, bon, bah là finalement sur le curseur de temps, on peut voir quand même qu'il s'est déplacé correctement. Et puis la dernière chose, et puis après je conclurai sur la façon dont en pratique je pense qu'on pourra utiliser ça, c'est aussi de se dire ces outils connectés, parfois ils donnent des données brutes, un temps de rumination, une température, et des fois c'est plutôt une alerte. Hein. Et le tout sera de savoir, est-ce que finalement je gère moi et j'intègre dans mon examen clinique l'alerte, et les alertes sont rarement spécifiques d'une maladie, on ne nous dit pas cette vache elle a une boiterie, cette vache elle a une mamite, on nous dit elle présente une anomalie type de santé. Donc ça c'est extrêmement important. Ça va dépendre de la méthode de référence. Donc là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit en introduction sur le fait qu'on a besoin, à défaut d'un cadre réglementaire, au moins d'un cadre strict pour évaluer les outils de monitoring, et puis de savoir si les alertes sont fixées de façon standard par rapport à un seuil qui est le même pour tout le monde, ou si plutôt il y a de l'auto-apprentissage, par exemple, où l'animal sert de propre référence. Alors du coup, en pratique, je pense qu'il y a plusieurs situations. Soit la donnée déclenche la visite. L'éleveur, dans le cas que je connais bien, il reçoit une alerte, il regarde l'animal voilà, où il ne fait pas trop attention. Donc là, moi je dirais, si in fine il nous appelle, on intègre ça comme une donnée dans l'anamnèse. L'éleveur examine le bovin en alerte, il identifie un signe. Dans ces cas-là, il faut intégrer ces alertes générées dans les protocoles de soins. Et puis quand il examine le bovin en alerte, dans ces cas-là, je pense qu'il faut vraiment l'examiner, enfin l'intégrer dans notre examen clinique. Après, cette donnée elle peut accompagner la visite. Ça, je vous ai remis les courbes qu'on avait tout à l'heure, à la fois pour estimer la chronicité, l'intensité, le pronostic. Bah, ces données-là, bien évidemment qu'elles sont intéressantes. Elle accompagne notamment aussi parce que ça peut vous permettre, dans nous, ce qui est en tout cas une spécificité en animaux d'élevage, c'est les visites d'élevage où on a besoin de sélectionner les animaux avant. Ça demande une routine de travail, une interface avec le logiciel métier pour, sur les tableaux de bord que vous voyez ici, sélectionner les animaux qu'on va prendre. Et puis pour suivre la visite, et donc je terminerai par ça, c'est le monitoring et le suivi thérapeutique, bien sûr l'observance. Là, vous voyez un animal qui a déclenché une alerte de santé, toujours sur activité rumination. Une visite et un traitement a été mis en place. On voit les choses repartir tout doucettement et vers des valeurs normales. On a bien sûr plus confiance. Souvent, on va dire, si ça ne va pas mieux, tu me rappelles. Pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, ça n'arrive pas ou pas toujours très bien. Et donc ça ouvre ces perspectives. Donc au final, IoT et démarche clinique, je dirais que ça nous permet d'avoir une analyse plus complète, plus fine du perçu. Bien évidemment, ça ouvre aussi la possibilité de l'examen à distance et de la télémédecine. Une révision des normes pour le SU, et notamment des séquences d'apparition des maladies. Ça permet d'éviter ou d'économiser des actes invasifs ou potentiellement coûteux, d'estimer en temps réel des nombres d'animaux malades. Donc ça ne fait que renforcer la certitude de notre démarche clinique. Et puis il y a des limites comme bien sûr tout autre signe. Donc je pense qu'il faut bien avoir des données très strictes sur les performances des outils. Accès et tri des données, c'est quelque chose de fondamental, notamment si on veut qu'il y ait un lien très facile avec le logiciel métier, notamment pour préparer les visites. Et puis peut-être, in fine, peut-être l'année prochaine, arriver pour présenter ce qui serait un manuel de propédeutique 2.0 qui intégrerait ces données-là pour notre examen clinique. Voilà. Je vous remercie de votre attention.